Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur la supervision d'étudiants. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous raconter mon expérience en tant qu'étudiant, ce que j'ai vécu, et mon expérience en tant que superviseur et comment j'essaye d'appliquer ce que j'ai appris dans le passé. Donc lorsque j'étais étudiant, j'avais une idée générale de la recherche, pas vrai, exact, je ne savais pas exactement ce que c'était que de faire de la recherche. Et lors de mon premier stage, mon premier projet de recherche que j'ai fait à Munich, eh bien, j'avais une idée que la professeure avait rédigé une lettre. Et je ne sais pas si j'ai encore cette lettre, mais j'avais en tête que j'allais avoir le projet ultime, le meilleur projet de tous les temps, que j'allais adorer, que j'allais faire découvrir plein de nouvelles expériences. Et avec ma copine de l'époque, on avait en tête que j'avais le meilleur projet. Et je me disais, waouh, c'est trop bien. Et j'étais vraiment, vraiment motivé, excité pour ce projet. Et en fait, je me suis retrouvé en arrivant là-bas. En rencontrant la professeure, on a discuté un petit peu. Déjà pour moi, c'était la première fois dans un monde anglophone, donc c'était très bizarre. C'était un peu une sorte de stress constant, j'avais du mal à gérer déjà l'anglais. Et en plus de ça, elle m'a expliqué ce que j'allais faire, et entre autres, elle m'a dit, tu vas passer 3 mois devant un ordinateur à contrer des dendritic spine. Donc, si tu veux que je te montre un peu ce que c'est que... euh, entre autres, j'avais des images comme ça de neurones et j'allais devoir les compter. Donc en gros, j'avais une image 3D et je devais compter les dendritic spines. Donc toutes les petites choses que tu vois, toutes les protubérances que tu vois comme ça sortir du neurone, je devais les compter. Et il y en a différents types parce que là, ils avaient justement un logiciel assez précis qui permettait justement de voir justement des protubérances vraiment très précises. Différents types. Et j'ai détesté, je me disais, mais non, mais je suis pas venu pour ça. En fait, j'ai eu une grosse désillusion parce que je pensais arriver et avoir un super projet et je me suis retrouvé à faire quelque chose qui n'était pas du tout ce que je voulais faire en fait. Donc c'est une grosse désillusion. Donc si tu es superviseur, ne fais pas ça à tes étudiants, ne leur dis pas que tu vas faire quelque chose et après ils ne peuvent pas le faire. Essaye d'être clair. Encore dans un cours que je fais en ce moment sur la supervision d'étudiants, il y a encore une étudiante. Apparemment, le superviseur a discuté avec l'étudiante, puis a confié l'étudiante à une doctorante. Et la doctorante n'avait aucune idée du projet et de ce que le PI, que le professeur avait dit. Et du coup, elle ne sait juste pas quoi faire, pas quoi donner, parce que ce n'était pas clair et que ça n'a pas été discuté. Donc lorsque j'essaie de superviser, j'essaie de vendre un projet clair, d'expliquer clairement ce que la chose va être faite, et je ne vends pas un projet qui ne verra pas le jour. C'est important d'être transparent et de discuter justement du projet et de ce que le projet va vraiment être. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que chaque étudiant a des attentes différentes. Parfois, les étudiants veulent simplement un projet simple dans lequel ils peuvent facilement rédiger, le compléter et ne pas avoir trop à y penser. Dans mon cas, je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment un projet qui me permettait de démarrer au commencement puis d'aller jusqu'au bout, tout en faisant énormément de choses. Et du coup, c'était une grosse désillusion lorsqu'on m'a dit ce n'est pas possible de faire tout ça. Euh, et donc, c'est important d'essayer de comprendre ce que tu as des étudiants, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont envie d'apprendre. Pendant mon master, j'ai effectué plusieurs projets de recherche. Le premier, donc je suis arrivé après ma licence avec en tête qu'est-ce que c'est que la recherche, c'est pas bien, je n'aime pas trop, je me suis fait arnaquer. Et j'ai eu mon premier projet de recherche, j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'avais du mal à choisir ce que je voulais faire. Et j'ai eu un cours sur le PET imaging. Et je sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que c'est une technique qu'on pouvait utiliser chez l'humain. Et en gros, en fait, ce que tu fais, c'est que tu injectes une substance radioactive chez la personne. Et ça va entrer jusque dans le cerveau. Et après, tu peux mesurer ce qui se passe dans le cerveau ou dans le corps. Tu peux mesurer de nombreuses choses. Et moi, je le faisais chez le rat, dans les maladies psychiatriques. La schizophrénie, ou par exemple, on a une diminution de la densité synaptique, ou l'autisme, où on a une augmentation, par exemple. Et du coup, ça m'a passionné. Je me suis dit, ça a l'air intéressant. Et du coup, mon premier projet, c'est là où je l'ai fait. Je l'ai fait dans ce groupe. Et j'ai eu un doctorant qui m'a supervisé, qui était génial. Il était très motivé. Il adorait ce qu'il faisait. Et il m'a donné beaucoup de liberté. Comme j'ai écrit ici, il m'a donné la possibilité de participer à chaque étape du projet. Et lors du premier meeting, il a vu que j'étais motivé et que j'avais beaucoup d'enthousiasme sur le projet. Et du coup, il m'a dit,
c'est bien, tu peux être premier auteur de l'article si tu participes à toutes les étapes et que tu le rédiges à la fin. Au final, c'était le deal qu'on avait eu. En échange, je contribuais les week-ends. Donc je sais que certains trouvent ça honteux. Quand j'ai dit ça à certaines personnes, elles sont outrées. Dans mon cas, j'avais décidé de le faire parce que je voulais justement avoir cette possibilité d'avoir mon article en premier auteur. Et au final, ce projet est devenu mon premier article en premier auteur. Donc si tu vas sur PubMed, tu dois préciser prénom parce qu'il y a. Et ici, donc ici, mon premier article en premier auteur qui était pendant mon projet de master. Donc là, je suis en deuxième, mais c'est premier co-auteur. Et ce qui s'est passé pendant le projet, c'est que j'ai eu une grosse déception. Donc j'ai vraiment adoré le projet, mais à un moment, lorsque je faisais l'analyse, j'avais l'impression que le résultat était inexistant, que le résultat était négatif. Et en fait, mon superviseur, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué et auquel je pense encore aujourd'hui, qui est que les results are results. Les résultats sont des résultats. Donc ne prends pas tes résultats personnellement. Tu as fait ton expérience, tu as mis ta théorie en place, tu as essayé quelque chose. Et c'est comme ça, ça marche, ça ne marche pas. Dans tous les cas, tu avances, tu essaies de voir ce que tu peux faire dans le futur. Ça ne sert à rien de rester coincé à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou d'être triste parce que tu as des résultats négatifs. Tu as fait ce que tu pouvais, tu as essayé quelque chose. Et c'est vraiment un mode de pensée qui aide à aller de l'avant. Il avait raison au final, les résultats sont ce qu'ils sont, on s'adapte comme dans chaque aspect de la vie. Dans la vie, il y a des moments où on a l'impression de ne plus avoir de contrôle et plein d'événements nous frappent, mais en fait, on ne peut pas forcément les contrôler et vouloir les contrôler va nous frustrer. Et ce qu'il faut, c'est aller avec le flow des événements, le flow de la vie, le flow de chaque chose. Et au final, ce projet, après plusieurs années, a abouti à mon premier article en premier auteur. Il m'a aussi enseigné l'importance de l'honnêteté. Parce qu'entre autres, il m'a dit You will screw up, I will screw up, let's fix it together. En gros, il m'a dit qu'on allait tous les deux faire des erreurs et qu'ensemble, si on ose dire à chacun j'ai fait cette erreur, eh bien on va pouvoir les corriger ensemble. Et c'est ce que je transmets encore à mes étudiants aujourd'hui. C'est quelque chose qui me semble crucial. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes à mon sens, qui est dans tous les cas, nous faisons des erreurs, mais on peut avancer ensemble. Donc, c'est une relation de confiance entre le superviseur et l'étudiant qui est de justement se dire ok, nous allons faire des erreurs, mais ensemble, on peut réussir à avancer. Ensuite, je suis allé à Bordeaux. Le projet était assez spécial. En gros, le professeur m'a assigné à une chercheuse. Et alors ça, c'est l'impression que j'avais de la chercheuse. Donc, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou si c'est par rapport à l'expérience que j'avais d'avant, etc. Mais en gros, j'avais l'impression qu'elle essayait de me micromanager, qu'elle avait toujours un œil derrière mon épaule pour être sûr que je suis là au bon endroit, à bien faire ce qu'elle veut. C'est même bizarre parce qu'à un moment, pendant les 3 premières semaines, on n'a rien fait du tout sur un projet de 4 mois. Et d'un coup, un vendredi, le seul vendredi où je suis absent, parce que je partais en vacances pour le week-end, donc j'ai pris vendredi, samedi, dimanche, et la professeure était au courant, et bien elle commence à m'envoyer des messages en me disant « Où es-tu ? Je voulais faire des expériences spécifiquement aujourd'hui. » Et tu te dis « Come on, juste aujourd'hui, le seul jour où je suis absent, tu voulais faire des expériences. » Et du coup, je lui ai dit « Mais je suis absent, tout le monde est le PI est au courant, c'est bon. » Et elle ne me croyait pas, du coup elle allait demander, elle a fait tout un remue-ménage par rapport à ça. Et c'était lourd en fait, tu avais l'impression que la personne voulait te contrôler. Et je sais pas vraiment pourquoi elle fait ça. Est-ce que c'est parce que elle a pas vraiment confiance en elle, du coup elle a envie de contrôler, ou est-ce qu'elle a une vision très centrée de quelque chose et du coup tu es obligé de suivre la vision, ou est-ce que c'est un mix des deux, je sais pas. Ou juste un fake étudiant superviseur qui n'allait pas, un mauvais feeling peut-être entre les deux personnes. Je sais pas, mais c'est pas quelque chose qui me plaisait, c'est pas quelque chose que j'appréciais. Donc, à moins qu'un étudiant ne te demande explicitement de t'encadrer aussi strictement, je te déconseille de le faire, c'est pas une bonne expérience pour l'étudiant. Il n'en garde pas forcément un bon souvenir. Donc, leçon 5, ne micromanage pas et ne cherche pas à contrôler tes étudiants. Leur projet est leur projet. C'est vraiment quelque chose que tu dois avoir en tête lorsque tu supervises, c'est que leur projet est leur projet. Le projet des étudiants est leur projet, donc tu dois les laisser avoir leur propre projet. Ensuite, j'ai fait un stage à Melbourne. Je vais être assez court là-dessus. Mais entre autres, j'ai adoré le projet. Mais c'est aussi le moment où il y a eu Covid. Et du coup, avec le professeur, il m'a
Avant Covid, il m'a donné la liberté de pouvoir concevoir mon projet, d'explorer ce que je voulais explorer, de tester, vraiment j'ai pu tout faire et j'ai pu vraiment être la personne qui design, qui fait le projet. Et ça arrive très rarement chez les étudiants de master qui généralement on leur donne un projet, en tout cas dans mon domaine, dans les neurosciences. Et j'ai adoré et au final à cause du Covid on n'a pas pu mener le projet à bien, mais dans tous les cas j'ai pu rédiger une sorte de revue de la littérature et j'ai publié cet article récemment sur le stress intergénérationnel et le système immunitaire. Donc si tu es intéressé à lire sur ce sujet, je t'invite à aller voir. Donc quand un étudiant monte de l'indépendance, donne-lui la flexibilité, donne-lui des possibilités, ouvre-lui l'espace nécessaire pour qu'il puisse explorer et découvrir et s'épanouir. Pendant mon doctorat, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, mais aussi à Groningen bien sûr, j'ai bénéficié d'une flexibilité similaire. Mes superviseurs étaient toujours disponibles en cas de besoin pour me laisser, tout en me laissant l'autonomie nécessaire. C'est exactement ce que je voulais et ce qui était important pour moi. Mon superviseur, il m'a aussi appris quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important et que tu dois avoir en tête. C'est que tu devrais... Si tu ne prends pas de plaisir pendant ton master ou ton doctorat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un problème. Donc essaye de réfléchir quel est le problème, s'il y a un problème par rapport à ça. Et essaye de le résoudre. Tu peux toujours commenter sur cette vidéo et on peut essayer de discuter ensemble quel est le problème. Au final, chaque étudiant a des besoins et des objectifs différents. Chacun a un parcours différent et a une vision différente, a une destination différente. Et le rôle du superviseur est de guider l'étudiant pour atteindre cette destination. Donc ma vision de la supervision, comment je vois la supervision. Donc moi, la première chose, c'est que j'aime bien penser à une gare ferroviaire dans laquelle chaque étudiant arrive. Il arrive d'un lieu différent. Et chaque étudiant se dirige vers une destination unique, suivant une direction qu'il a choisie. Et mon rôle en tant que superviseur est d'aider et de guider l'étudiant pour qu'il atteigne sa destination, pour qu'il suive le chemin qu'il a tracé et l'encourager tout au long de ce parcours. Donc mon rôle ici, c'est justement de prendre le temps d'écouter l'étudiant, de le rencontrer dans un premier temps. Tu rencontres l'étudiant et tu discutes avec lui la direction qu'il souhaite prendre, quelles sont vos attentes réciproques, les objectifs que nous avons en commun. Et si tu prends le temps de bien faire cela, on peut aussi parler de contrats psychologiques par Rousseau qui sont les engagements informels, les attentes, la compréhension entre la relation entre l'étudiant et les superviseurs et aussi la manière dont nous allons communiquer. Et en tant que superviseur et de mentor, tu dois écouter, pas dicter. Donc tu essaies d'écouter ce dont l'étudiant a besoin et tu essaies de réfléchir toi-même. Est-ce que je suis capable d'offrir cela ou est-ce que je dis oui à l'étudiant juste pour le plaisir de dire oui parce que je dis oui? C'est très important de vraiment prendre le temps de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je peux offrir à l'étudiant et qu'est-ce qu'il peut offrir, qu'est-ce qu'il veut? Et si tu prends le temps de discuter cela en amont, eh bien c'est déjà une très bonne première étape. En plus de cela, ce que je fais, c'est que tu définis bien sûr le projet pour pas qu'il y ait de désillusion. Tu définis, en tout cas c'est ce que je fais, c'est que tu définis ce que l'étudiant va faire, ce qu'il pourra réaliser ou non. Parce que trop souvent tu peux avoir des désillusions. Ça m'est arrivé en licence, comme je te l'ai dit. Dans ça c'est dans mon cas, c'est si ça implique un travail répétitif et robotique, eh bien informe l'étudiant. Dis-lui clairement, ce sera que des data analysis. Et certains étudiants adorent, certains détestent. Ça va vraiment dépendre de chaque étudiant et ce qu'ils veulent. Ma règle de base, quelque chose que je dis à chaque étudiant, à chaque meeting, lorsque je rencontre l'étudiant pour la première fois et que l'on va faire un projet ensemble, c'est que nous allons tous les deux faire des erreurs pendant le processus, mais que nous sommes une équipe et que nous sommes ici pour corriger ces erreurs ensemble. Nous devons donc en parler quand elles se produisent. Et j'ai remarqué que ça instaure une sorte de respect et de confiance entre l'étudiant et le superviseur et ça permet au projet de bien avancer. Donc essaye de faire cela. Cela va t'aider énormément si tu es superviseur. Parce que l'étudiant aura l'impression qu'il peut te faire confiance. Et à Bordeaux, j'ai entendu parler d'une doctorante qui n'avait pas osé dire à ses superviseurs que son projet n'allait pas bien et qu'elle avait beaucoup de résultats négatifs. En conséquence, elle s'est retirée une semaine avant la soutenance de sa thèse. Et tout le monde était surpris. Personne ne s'y attendait. Peut-être que le rôle du superviseur aurait été de savoir. Je ne sais pas exactement la situation. Mais dans tous les cas, il manquait quelque chose. Et peut-être que c'était justement qu'ils n'osaient pas discuter entre eux, qu'il y avait un problème de communication, qu'ils n'osaient pas être honnêtes l'un envers l'autre.
Je pense aussi que les étudiants sont suffisamment matures et mûrs, ou du moins sur la bonne voie, et ont le désir justement de mûrir et d'être capable. Et généralement, les gens rigolent quand je dis ça. Lorsque j'étais à une réunion supervision d'étudiants, tout le monde a eu un sourire, on a rigolé un peu lorsque j'ai dit ça. Mais je pense que c'est vrai que les étudiants peuvent être matures et que si tu traites les étudiants comme des adultes responsables, ils le seront. Si tu les traites comme des enfants, ils vont agir comme des enfants. Ils vont agir comme des enfants. Donc, ce que je fais avec avec les étudiants que je supervise, c'est que je ne donne pas de deadline. C'est à eux de se gérer. Dans tous les cas, je suis ouvert pour donner du feedback. On discute, on se rencontre, bien sûr. Mais je les laisse se gérer comme ils le désirent. S'ils veulent des deadlines, je peux en donner. Ils n'ont pas d'horaire précis, chacun arrivant quand il le désire. Ils peuvent arriver à 10h, 11h. Ils peuvent travailler le soir, la nuit. Ça m'est égal. Du moment qu'ils font leur travail et que leur projet avance, au final, c'est leur projet. C'est ça que les étudiants doivent comprendre, c'est que leur projet leur appartient. C'est pas le projet du superviseur. Donc, ils travaillent de leur propre chef pour faire avancer le projet. Donc, leur projet est leur projet. Et c'est pour ça que c'est important lorsque tu es superviseur de comprendre que tu ne peux pas porter l'étudiant. C'est à l'étudiant de parvenir à sa destination par son propre travail. Ce que tu fais en tant que superviseur, c'est que tu fournis des conseils tout au long du processus. Tu donnes les outils adéquats pour que l'étudiant puisse avancer, ne pas se perdre. Si tu vois que l'étudiant se perd un petit peu, tu l'aides à reprendre le bon chemin. S'il n'adopte pas le bon comportement, tu essaies de le guider pour lui expliquer quel est le bon comportement, quelle est la bonne chose à faire. Et c'est dur d'un côté parce que d'un côté, tu veux justement donner assez d'informations pour que l'étudiant ne soit pas perdu, car tu ne veux pas donner trop de liberté, mais tu ne veux pas trop en donner, parce que tu veux quand même que l'étudiant ait de la liberté. Mais si tu ne peux pas donner trop de liberté, parce que la liberté, ça va paralyser, tu vois, si tu as trop de choix de possibilités, tu n'auras aucune idée quoi faire. Comme par exemple, si tu as 100 pots de confiture que tu peux choisir dans un magasin, ça va être difficile. Alors que si tu as le choix entre abricot et fraises, tu vas probablement prendre fraises. Et le choix est beaucoup plus facile, car si tu as 100 choix, tu vas vouloir prendre le choix optimal. Et il y a très peu de chances que tu trouves ce choix optimal, bien entendu. Donc, essaie d'éviter, bien sûr, dans le même temps, le micromanagement, parce que du coup, ça veut dire vouloir gérer exactement ce que l'étudiant fait, c'est mauvais. Laisse-le choisir, laisse-le faire ses choix. J'ai entendu dire que certains disent que 90% du travail revient à l'étudiant et que c'est seulement 10% qui est notre feedback et le retour de l'étudiant à notre feedback. Je ne serais pas aussi extrême parce que j'ai l'impression que les étudiants qui réussissent mieux ont une bonne supervision. Et ceux qui réussissent moins bien ont généralement une moins bonne supervision. Et donc, je pense qu'il y a tout de même une sorte une grosse importance dans la supervision et à quel point tu vas superviser l'étudiant et le guider. Et après, bien sûr, c'est toujours au final, c'est l'étudiant qui répond à ton feedback et qui incorpore le feedback. Tu ne peux pas influencer comment l'étudiant agit. Tu peux le guider, lui expliquer comment tu fonctionnes. Et par exemple, si tu donnes du feedback, tu peux très bien lui dire, moi je donne du feedback, envoie-le-moi à ce jour-là. Et s'il ne le fait pas, il n'aura pas de feedback, par exemple. C'est à toi de voir quelles sont ses limites, à quel point tu es strict, ce que tu fais. Mais maintiens ce que tu décides de faire, parce que sinon, tu vas te faire abuser, on va dire. Mais sois clair, mais sois aussi, ne sois pas personnellement affecté par l'étudiant et ce qu'il fait. Car au final, tu n'as pas autant de contrôle. Tu ne peux pas contrôler ce que l'étudiant fait. Tu peux simplement le guider. Donc ne sois pas affecté si l'étudiant ne fait pas ce que tu aimerais qu'il fasse. Et enlève ça de ta tête. Il devrait faire cela de ta tête. Juste, voici ce dont on a discuté et voici comment les choses se passent dans le réel. Mais faire cela, je pense que ça va aider à l'étudiant de prendre confiance en lui, développer son indépendance, son autonomie. Pour y parvenir, je porte une attention particulière à l'étudiant. Certains deviennent indépendants rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps. Certains peuvent réaliser une expérience juste après l'avoir vue, alors que j'avais d'autres étudiants, j'avais plusieurs étudiantes à un moment, et certaines d'entre elles ont appris très rapidement comment faire quelque chose, et d'autres ont demandé beaucoup plus de temps. Et au final, c'est ok. C'est pas grave que quelqu'un demande plus de temps pour faire quelque chose. Ce qui compte, au final, c'est de toujours prendre le temps, justement, d'expliquer quelque chose pour que la personne atteigne un niveau dans lequel elle est capable de faire la chose elle-même.
Et toi, en tant que superviseur, tu dois être capable de jauger. Est-ce que la personne peut le faire ou est-ce que la personne demande de l'aide? Et essayer de voir justement ce qui est le mieux. Et quand est-ce que tu peux commencer à laisser la personne faire les expériences elle-même, tout en étant disponible par message ou par appel si besoin. Donc au final, tout est OK, mais ton rôle, c'est d'aider l'étudiant à devenir indépendant pour faire des expériences, mais aussi pour rédiger et les autres étapes. Et bien sûr, être indépendant, ça c'est important de comprendre, c'est que ça ne veut pas dire savoir tout faire tout seul et s'isoler dans sa tour d'ivoire et faire que cela. Être indépendant, c'est autre chose. Être indépendant, c'est être capable justement de se poser les bonnes questions et d'aller demander de l'aide à la bonne personne au bon moment. C'est important la façon dont tu donnes des retours. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tu peux aller lire ça dans la vidéo. Mais entre autres, certains étudiants vont demander un type de retour différent. Certains superviseurs vont donner du feedback de manière différente, de manière plus ou moins directe. Ce que je fais et ce qui a l'air de plaire aux étudiants que je supervise, c'est que je donne autant de feedback que possible. Donc je leur dis, lorsqu'ils m'envoient un texte, je donne tout ce qui me passe par la tête. Et si je vois que le texte est trop mal rédigé et que ça prend trop d'efforts de rédiger, eh bien je fais autre chose qui est que je leur propose de se rencontrer et on se rencontre et on discute, on essaye de rendre la chose belle. Pour essayer de comprendre comment rédiger un texte. Parce que j'ai l'impression qu'on n'apprend pas à rédiger un texte en licence ou en master. Même en doctorat, on n'a pas encore appris. Du coup, c'est important justement de prendre le temps, des fois, d'avoir un premier meeting pour discuter comment rédiger ce texte. Et en plus de cela, lorsque je donne du feedback, c'est plutôt apprendre ou à laisser. Tu n'es pas obligé d'appliquer 100% du feedback, sinon tu es une mauvaise personne. Tu prends le feedback et tu essaies de voir ce qui marche pour toi, ce qui marche moins bien. C'est vraiment tout ce qui me passe par la tête lorsque je donne le feedback. Et différents professeurs donnent différents conseils. Et sur ce, donc, sois flexible pour permettre à l'étudiant d'avancer par lui-même, mais sois disponible si nécessaire. Et toi, comment supervises-tu? Que conseilles-tu? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire l'article ma vision de la supervision d'étudiants sur mon blog Vaillant Doctorant. Et je te dis à bientôt. Ciao.